Madame la maire va dire 2 mots de bienvenue, je pense. Bonsoir. Écoutez, sur proposition du bureau de l'Université populaire du 14e arrondissement, je venais vous saluer, vous dire bienvenue bien sûr à la mairie du 14e arrondissement. C'est une tradition que de vous mettre à disposition cette salle pour votre premier cycle. Et nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines avec Jean-Louis Robert et il en a fait part également au bureau de l'Université populaire. On s'est engagé à pouvoir communiquer beaucoup plus fortement au travers des publications municipales dans les boîtes aux lettres de votre programmation, de la programmation des cycles de l'Université populaire de l'arrondissement. Je trouve que c'est une très bonne et excellente formule et principe citoyen que de se former, que de débattre. Et je lisais avec intérêt La loi du plus fort est toujours la meilleure. Voilà. Donc j'ai hâte des conclusions. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle nouvelle édition, nouvelle saison de l'Université populaire du 14e. Et bravo à toutes celles et à tous ceux qui préparent ces cycles, qui maintiennent une programmation régulière et puis qui aussi se déroule dans plusieurs lieux de l'arrondissement. Et on espère aussi que dans l'année 2024 plutôt, eh bien vous pourrez aussi vous réunir dans la nouvelle salle du 105, dite salle Marius Manien, dans le quartier Pernetti, qui vous fera une occasion aussi de redécouvrir plutôt ce lieu de notre arrondissement, qui sera justement pour l'éducation populaire et la mobilisation citoyenne et associative de l'arrondissement. Très belle nouvelle saison. Bonsoir à tous et merci d'être là. Et comme Madame le maire vient de nous signaler, merci de commencer avec nous cette nouvelle saison 2023-2024 de l'Université populaire. Beaucoup d'entre vous connaissent l'Université populaire, donc je fais un rappel extrêmement rapide. L'Université populaire est née en 2011, donc ça commence déjà à faire un certain nombre d'années qu'elle est ancrée sur le territoire, a pris racine. Et l'idée, l'objectif, c'était de démocratiser l'accès à la connaissance et à la culture. C'est dans ce cadre que l'Université populaire organise des cycles de conférences sur différentes thématiques tout au long de l'année. Donc ces conférences et ces thèmes sont choisis lors de conseils d'orientation qui regroupent adhérents et experts, et nous déterminons, et ensuite, une fois ces thèmes choisis, le bureau, avec d'autres personnes, se met à préparer tous ces thèmes tout au long de l'année. Donc c'est comme ça qu'on a commencé cette année. Donc on commence ce mois de septembre et cette nouvelle saison par le cycle coopération et ou compétition et crise. Et comme vous voyez sur le programme que vous avez peut-être pu prendre, il y aura d'autres cycles qui sera à la fois d'après sur le cinéma. Ensuite, il y aura une thématique sur l'intelligence, une conférence sur l'intelligence artificielle et une conférence sur Robespierre. Voilà. Donc c'est assez varié et parfois aussi, soit c'est 3 conférences, soit c'est une seule conférence. En tout cas, très bonne écoute et merci aux intervenants d'être présents et de nous faire part de son expérience. Donc je reprends pour présenter très vite le cycle. Alors ce thème, il apparaît de manière récurrente, il n'est pas facile, hein, on le sait bien, et on va en traiter qu'un petit bout bien sûr. Par exemple, en sciences, les chercheurs reconnaissent volontiers que la science progresse grâce à la coopération, grâce aux mises en commun des données, à analyser à certaines échelles, à diffuser d'ailleurs dans les pays moins développés, même si, comme vous savez, des politiques essayent parfois d'introduire de la compétition. Et quand on pense recherche militaire, par exemple, on peut avoir cet exemple en tête. En fait, notre thème a été inspiré par une journée qui s'est tenue à l'École normale l'année dernière, la 3e journée David Claessen pour l'environnement, qui s'appelait comme ça, et qui a porté sur l'impact de ces processus de coopération, on pourrait dire collaboration, hein, et de compétition, on pourrait dire concurrence éventuellement. Quel impact sur les dynamiques, sur la manière dont évoluent différents
systèmes qu'ils ont appelés socio-écosystèmes pour indiquer qu'ils prennent en compte des variables sociales et écologiques. Donc, cette journée a abouti à une réflexion sur les places accordées justement à la compétition et à la coopération. Je pense que chacun d'entre nous, on a un exemple d'avoir été confronté à ça. Donc ces places, elles ont été questionnées et nous continuons dans ce cycle par rapport aux crises. Est-ce que quand il y a crise, ça reste pareil? Est-ce qu'il faut donner plus d'importance à la coopération? C'est un peu une idée qu'on peut avoir naïvement, etc. Donc, si je reviens au cycle, si on peut évoquer deux dynamiques a priori plutôt opposées, hein, peut-être même contradictoires, qui peuvent se développer dans des domaines variés, nous, notre idée, c'est de les étudier dans leur rapport entre elles. Il y a d'ailleurs à ce propos un nouveau mot, vous avez peut-être vu, assez snob, copétition, qui est utilisé notamment en économie, mais qui est déjà dans Wikipédia, et qui désigne, je lis, une collaboration ou une coopération, vous voyez les deux mots, de circonstances ou d'opportunités entre différents acteurs économiques. Bon, c'est les deux, quoi. Bon, on ne va pas évoquer ça aujourd'hui, c'était pour la petite histoire. Donc je reviens aussi que nous interrogeons ces deux modes de fonctionnement et leurs relations, donc j'y insiste, à la lumière des crises actuelles. C'est quand même un choix qu'on a fait, dans trois domaines, plus ou moins liés à l'activité humaine, mais au sens large. Celui-ci, la nature comme environnement de l'activité humaine, on sera d'accord, l'économie et les relations internationales, où en plus c'est brûlant. Donc, je voudrais quand même insister sur le fait qu'on ne cherche pas à trouver absolument des choses communes entre ces domaines, on n'en est pas là. Mais c'est plutôt, on a choisi ça comme une même lunette pour interroger de la même façon ces domaines variés. Quel diagnostic poser? Quel changement éventuellement concevoir? Nous espérons contribuer à votre réflexion sur les différents comportements en jeu en ces temps de crise. Peut-être vous trouverez des régularités. Voilà. Alors, je présente Pierre-Antoine en le remerciant. Alors, je voudrais dire qu'au début, il y avait deux conférenciers, mais la deuxième n'a pas pu participer. C'est donc un peu une erreur dans le programme. C'est vraiment Pierre-Antoine qui fait la conférence et qui l'a préparée. Voilà. Il est chercheur en agroécologie à l'INRAE, ancienne INRA. Il est agrégé de sciences de la vie et de la terre et naturaliste amateur, très amateur. Ses recherches portent sur la façon dont la diversification ou la rediversification des paysages agricoles, les haies, les champs, etc., peut permettre, cette diversification, de limiter la propagation des maladies et de réduire leur incidence au point de pouvoir se passer des pesticides. Alors c'est un vaste sujet qui n'a évidemment pas un rapport direct avec ça, mais qui est extrêmement important. Voilà. Je te donne la parole. Merci Aline pour cette présentation et merci à l'Université populaire du 14e de m'avoir invité à faire cette présentation. J'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet, attirer votre attention sur deux points. Le premier, c'est que ce thème, comme ça a été déjà évoqué, n'est absolument pas neutre. Coopération et compétition dans l'environnement des crises. Il y a un certain nombre de gens, et j'en fais partie, qui sont convaincus qu'on n'arrivera pas à traverser les épreuves qui vont naître de ces crises environnementales si on ne recentre pas, au moins en partie, nos modes de vie sur plus de coopération, plus d'entraide, plus d'altruisme. Et en conséquence de quoi, il est difficile d'avoir, même en parlant de science, un discours qui soit complètement objectif. Donc, il est évident, je pense, que toute présentation est située par la subjectivité de la personne qui présente, mais je tenais à le ressouligner.
La deuxième chose, c'est que ce sujet est aussi brûlant parce qu'il est à la mode. On en parle beaucoup, Aline vient de nous évoquer la coopétition, et je pense que la prise de conscience de la gravité de ces crises ou de ces catastrophes, on les nomme un peu comme on veut, a amené à une espèce de retour un peu précipité à la nature, que ce soit physiquement par une urbanisation qui s'accélère, que ce soit d'un point de vue psychologique ou que ce soit d'un point de vue scientifique et technique, où sont venus à la mode les solutions basées sur la nature, comme peuvent l'être l'agroécologie, l'agroforesterie, la permaculture. Il y a une volonté d'aller chercher des réponses dans la nature et même si ça peut avoir de grandes vertus, ça peut aussi avoir des écueils. Je pense notamment à la façon dont le darwinisme social, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, a détourné la théorie de l'évolution de Charles Darwin pour essayer de justifier le fait qu'une société capitaliste basée sur la compétition était un bon modèle de société. À ma connaissance, il est difficile dans la nature de mettre en évidence du bon et du mauvais, du bien et du gentil et du méchant. Il est dangereux d'essayer de justifier des valeurs, des systèmes de valeurs dans l'observation de la nature. En revanche, ce que font l'agroécologie et la permaculture, qui est d'étudier des mécanismes naturels pour essayer de les copier et de mettre en place des systèmes de production plus respectueux de la nature, me paraît une démarche tout à fait, beaucoup plus honnête. Alors, je ne sais pas si honnête est le bon terme ici, sans doute pas, mais en tout cas, c'est la démarche que je vais essayer d'avoir dans cette présentation, qui va être de proposer une observation de ce que sont la compétition et la coopération dans la nature et de ce qu'elles pourraient éventuellement nous apprendre sur la façon dont on pourrait gérer les crises ou s'y adapter. Alors, cette fois-ci, allons-y. Pour rentrer dans le cœur du sujet, je propose de le faire d'une façon qui n'est pas très fun, mais qui est sans doute nécessaire, qui est de poser des définitions. Donc, je suis allé ouvrir un dictionnaire et j'ai trouvé ceci. Coopération ou coopérer, prendre part, collaborer à une œuvre commune. Ça sort du Larousse en lui. Les termes qui m'intéressent ici, c'est collaborer et commune. Ça donne une idée d'action à bénéfice réciproque. Et ça, dans le langage de la biologie, dans le langage de l'écologie, c'est ce qu'on va appeler des mutualismes, que je m'emploierai à définir juste après. Si on fait la même chose avec compétition, ça nous donne une lutte, une rivalité simultanée de plusieurs personnes ou groupes de personnes dans la poursuite d'un même but. Cette fois-ci, ça sort du Robert. Là, les termes que je trouve intéressants, c'est lutte-rivalité et même but. Ça donne une idée de conflit, et de conflit vis-à-vis de l'acquisition de quelque chose, avec derrière en filigrane les notions de gain et de perte. Et en écologie, finalement, le mot est le même pour parler de ce genre d'interaction, c'est de la compétition. Nous avons donc mutualisme et compétition qui vont être le cœur du propos aujourd'hui, et qui sont au final que deux types d'interactions dans la grande diversité des types d'interactions. Alors il y en a d'autres que vous connaissez très, très bien, c'est la prédation, c'est le parasitisme. Il en existe d'autres comme le commensalisme ou l'amensalisme que je n'ai pas cité. Et en écologie, ces termes sont définis par les conséquences que vont avoir ces interactions sur les parties qui interagissent, c'est-à-dire sur les organismes qui interagissent. Et on va se concentrer sur les deux qui nous occupent aujourd'hui. Le mutualisme, on l'a déjà dit, une interaction à bénéfice réciproque, et la compétition qui est, une interaction à coût réciproque. Donc dans un premier temps, je vous propose de faire un panorama non exhaustif, mais j'espère un peu intéressant, des différentes formes que peuvent prendre ces deux types d'interactions. La forme peut-être la plus emblématique des coopérations dans la nature, c'est ce qu'on appelle les symbioses. Qu'est-ce que c'est qu'une symbiose? C'est par exemple le corail. Le corail, c'est une sorte de méduse, mais ce n'est pas une méduse qui passe son temps à flotter dans l'eau comme le font les méduses dont on a l'habitude. C'est une méduse qui vit fixée pour une grande partie de son cycle de vie et qui entre en interaction avec des algues unicellulaires qui se trouvent dans l'eau de mer, que vous voyez ici apparaître comme les points sombres. Voilà ici la jeune méduse qui est en train d'entrer en interaction avec cette algue, et vous voyez qu'elle va internaliser cette algue, donc l'algue se retrouve à l'intérieur. L'algue, c'est un végétal, comme tous les végétaux, il fait ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire qu'il utilise l'énergie lumineuse pour fabriquer de la matière organique à partir du dioxyde de carbone de l'air et d'eau, et de sels minéraux.
Donc elle fabrique, pour simplifier, du sucre. Elle va en donner une partie à la méduse qui, en contrepartie, va capter d'autres nutriments dans l'eau de mer et va la protéger, par exemple du zooplancton, à l'intérieur de sa structure. Donc là, nous avons des échanges et une interaction à bénéfice réciproque qui est assez intime, hein, puisque vous voyez, les deux partenaires ne sont pas séparables, et qui va durer dans le temps. C'est ça la définition d'une symbiose. C'est un mutualisme relativement intime et qui dure dans le temps. Il y en a beaucoup d'autres exemples, et je ne vais faire que les mentionner ici, simplement pour montrer que ce genre d'interaction est relativement commun dans la nature. On pourrait penser aux lichens, qui sont des symbioses entre des champignons et des algues, aux mycorhizes, qui sont des symbioses entre les plantes et des champignons qui vivent dans et autour de leurs racines, et un cas particulier sur lequel on reviendra, les légumineuses, une famille de plantes qui sont en interaction avec des bactéries du sol, qui s'appellent des rhizobiomes, qui leur permettent de capter de l'azote. Voilà pour les symbioses. Après, nous avons les mutualismes stricto sensu. Alors là, c'est très connu, hein, c'est la pollinisation. Les insectes qui transportent le pollen des plantes de fleur en fleur, leur permettant de se reproduire en échange de nectar, qui est une source d'alimentation. Il y a d'autres exemples de relations plantes-insectes qui sont des mutualismes. C'est ce qu'on appelle par exemple des domaties. Le mot vient de domus, maison en latin. Ce sont des structures comme ces épines creuses et renflées des acacias de la savane africaine qui servent de demeure à des fourmis. Donc la fourmi gagne ici un logis, en échange de quoi elle se promène sur la plante et dévore instantanément tous les insectes ravageurs qui viendraient attaquer la plante. Vous voyez ici une plante où on a empêché les fourmis d'accéder aux domaties. Vous voyez que ça ne donne pas la même chose qu'une plante qui est colonisée par des fourmis. Autre exemple assez amusant, c'est celui des animaux nettoyeurs, comme ce petit pluvier qui vient nettoyer les mâchoires de ce crocodile. Il y gagne de l'alimentation et le crocodile y gagne d'être débarrassé de parasites. Vous trouvez ça aussi fréquemment chez les poissons nettoyeurs qui nettoient les mâchoires des requins. Et puis le mutualisme connu des pucerons et des fourmis. Les fourmis protègent des pucerons qu'elles élèvent sur les plantes, en échange de quoi les pucerons leur donnent du miella. Ou encore le mutualisme connu entre le poisson clown et l'étoile de mer. Le poisson clown étant protégé par les tentacules venimeuses de l'étoile de mer et qui, elle, récupère les déjections riches en azote du poisson, ce qui lui fait une source d'alimentation. Un troisième type d'exemple, et je m'arrêterai là pour le florilège des mutualismes, c'est la vie en groupe. Bien que la vie en groupe puisse présenter des inconvénients, on y reviendra, elle confère aussi des avantages, et en particulier quand on est une proie. Exemple du pigeon ramier, ce pigeon que vous trouverez très abondant à Paris et ailleurs, qu'on appelle aussi la palombe dans certaines régions de France, et son prédateur principal, qui est un grand épervier qu'on appelle l'autour, justement, des palombes. Donc il y a des chercheurs qui se sont intéressés à l'impact de la vie en groupe sur l'évitement de la prédation par l'autour des palombes. Vous avez ici, je vais présenter deux graphiques. En abscisse, vous avez ici la taille du groupe, un pigeon tout seul, un groupe de plus de 50 pigeons. Et ici, en ordonnée, vous avez le pourcentage de capture réussi par l'autour des palombes. On voit immédiatement que l'efficacité de la prédation diminue avec la taille du groupe. Le mécanisme qu'on peut invoquer est le suivant, c'est que si on regarde la distance à laquelle se trouve l'autour du groupe lorsqu'il est détecté par le groupe, cette distance augmente en fonction de la taille du groupe. C'est-à-dire que plus le groupe est important, plus il est capable de détecter tôt l'arrivée du prédateur et les oiseaux capables de s'envoler, ce qui réduit la marge de manœuvre du prédateur. Alors, la vie en groupe, elle se décline sous de nombreuses formes. Ça peut être ce qu'on appelle une vie grégaire, c'est-à-dire des animaux qui, pour une période donnée de l'année, vont se rassembler, par exemple pour la migration, parce que c'est avantageux. Puis, ça peut être le fait de vivre ensemble toute l'année. Ça va être les animaux qu'on va appeler coloniaux, comme ces fous de bassin qui peuplent certains rochers de la réserve des Sept-Îles en Bretagne. Alors là, ils vivent ensemble, mais les couples, par exemple, ne coopèrent pas nécessairement les uns avec les autres, si ce n'est pour repousser les prédateurs.
Puis, on peut penser aux groupes communaux, où cette fois-ci, d'autres activités sont exercées en groupe, comme l'élevage des jeunes chez les suricates ou encore la chasse chez les lionnes. Et puis, il y a carrément des groupes qu'on pourrait qualifier de sociaux, ou de sociaux au sens large, comme les abeilles, les termites, les fourmis, ces insectes chez qui il existe carrément une division du travail en castes, une reine qui s'occupe de la reproduction, des ouvrières qui s'occupent du maintien de la ruche et éventuellement chez les fourmis des soldats qui défendent la fourmilière. On peut faire le même type de florilège avec la compétition et cette fois-ci, plutôt que d'amener des mécanismes, j'ai proposé une classification par objet. On pourrait penser à une compétition pour les ressources. Chez les plantes, par exemple, souvent le système racinaire occupe à peu près autant de volume, au moins autant de volume, que l'appareil aérien. Ce qui signifie que sous une prairie, par exemple, il y a une compétition assez violente des racines pour l'espace et donc pour les nutriments. Une façon de se rendre compte de l'intensité de cette compétition, c'est de voir ce qui se passe en agroécologie. Les gens qui font de l'agroécologie ne plantent jamais leurs arbres puis les cultures, ils implantent leurs arbres quand les cultures sont déjà là. Imaginez que vous avez ici un champ de céréales avec son système racinaire bien en place. Et bien, quand vous implantez l'arbre au milieu de ce champ de céréales, les racines de l'arbre sont incapables de coloniser l'horizon qu'il est déjà colonisé par les racines de la céréale. Il est obligé d'aller s'implanter plus profondément. C'est vous dire à quel point la compétition pour l'espace racinaire et les nutriments est importante. Alors bien sûr, ici, c'est avantageux parce que l'arbre n'entrera pas en compétition avec la culture et en plus, il sera enraciné plus profondément. En termes de compétition avec plantes, on peut immédiatement penser à celle pour la lumière qui a lieu par exemple en forêt tropicale avec ces plantes qui essayent d'atteindre le plus possible le sommet de la canopée. Ça existe bien sûr aussi chez les animaux. Une fois que ces chenilles auront fini de ravager ce fusain, elles seront largement en compétition pour ce qui restera. Ça peut mener à du cannibalisme. Et puis, un exemple qui confine aussi à un autre type d'interaction, ce sont les animaux qui se nourrissent en volant les proies des autres. Là, on touche au parasitisme, on appelle même ça du kleptoparasitisme. C'est aussi une forme de compétition pour les ressources. Et puis, on peut avoir une compétition, non pas pour les ressources, mais pour l'espace. Alors, vous me direz, c'est aussi lié, bien entendu. On peut penser aux animaux territoriaux, comme les cerfs, le brame du cerf et les combats entre mâles, qui servent à déterminer qui, parmi les mâles, récoltera les territoires et les hardes de femelles. Et ces comportements territoriaux sont très répandus, en particulier chez les animaux, chez les oiseaux bien entendu, puis on le sait un peu moins chez certains papillons aussi. Beaucoup de papillons de jour sont très très territoriaux, avec des combats qui peuvent mener carrément à la mort d'un des deux combattants. Et puis on peut avoir des compétitions sur des moments beaucoup plus restreints dans l'année, par exemple pour des sites de nidification. Les arbres morts étant des ressources de plus en plus rares, les oiseaux qui nichent dans les cavités des arbres morts se retrouvent en compétition pour l'occupation de ces sites, spécialement quand des espèces exotiques envahissantes viennent s'en mêler. Et puis, un autre cas assez intéressant, cette fois-ci chez les végétaux, il existe des végétaux qui arrivent à éliminer les autres autour d'eux. C'est le cas de l'ortie. Souvent, quand vous regardez les patchs d'ortie, il n'y a rien d'autre, il n'y a que de l'ortie. Quel est le mécanisme caché ici? C'est que les racines de l'ortie émettent des substances toxiques pour les autres plantes dans le sol, qui empêchent les autres plantes de germer et qui les éliminent en partie, ce qui explique que vous avez, comme ça, des zones monospécifiques où vous ne trouvez que de l'ortie qui a réussi à étouffer tout le reste. Alors, bien sûr, il existe des cas beaucoup plus limites. Et je reviens sur ces groupes, cette vie en groupe. Un cas que je trouve frappant, c'est celui du pinson du Nord. C'est un oiseau qui ne niche pas, qui niche très peu en France métropolitaine, il niche dans le nord de l'Europe. Mais chaque hiver, des grandes populations d'oiseaux descendent vers le sud-ouest de l'Europe et hivernent en particulier dans les Alpes et font des rassemblements qui vont à plusieurs millions d'oiseaux. Je crois que le record est de plus de 75 millions d'oiseaux dans un seul site. Vous imaginez la pression que ça doit exercer sur la nourriture de tous ces oiseaux qui mangent strictement la même chose. Donc il doit y avoir une compétition assez énorme, mais il y a aussi une coopération, comme on l'a vu, pour la détection des dangers. Donc vous avez un cas d'une interaction qui est à la fois du mutualisme et à la fois de la compétition, ce qui veut bien dire que en fait, tous les intermédiaires vont pouvoir se trouver, non seulement entre ces deux-là, mais avec les autres types d'interactions.
Donc pour résumer cette première partie, la compétition et le mutualisme sont très répandus dans la nature, il en existe de nombreuses formes, et les limites de ces grands types d'interaction restent finalement assez floues. Donc maintenant qu'on a dit ça, regardons un peu quelles sont leurs places dans le fonctionnement de la nature. Que nous dit l'écologie? Et avant ça, j'ai besoin de poser une autre définition parce qu'elle n'est pas évidente, c'est celle de niche écologique. C'est un terme qu'on entend des fois beaucoup, mais qui n'est pas forcément facile à cerner. La définition n'est pas toute neuve, 1957, et elle est assez abstraite. Espace à n dimensions, engendré par les n axes, correspondant chacun à un facteur limitant la répartition de l'espèce. C'est-à-dire que si on fait l'exercice de dire « Ok, je prends une plante, qu'est-ce qui limite? Quels sont les facteurs limitant sa croissance ?» Eh bien, on peut penser à cela. Et si on trace à chaque fois un axe et qu'on se dit « Ok, sur ces axes, il y a des limites » et qu'on relie ces limites, on arrive à une espèce de volume abstrait qui va définir la niche écologique. Comme ce truc-là ne veut rien dire, prenons un exemple en 2 dimensions. Cette petite plante, la phalangère rameuse, vous la trouverez sans problème si vous vous promenez sur les monts calcaires de la forêt de Fontainebleau. Sa répartition elle est limitée par 2 grands facteurs, l'acidité du sol que vous avez ici en abscisse et l'humidité du sol que vous avez ici en ordonnée. On voit ici le rectangle noir qui correspond aux limites de tolérance de l'espèce. À l'intérieur du rectangle, elle est présente, en dehors, elle est absente. Elle est donc absente ici sur le double A qui indique des sols particulièrement acides. Donc vous ne la trouverez pas sur les granites de Bretagne, par exemple. Elle est également absente sur toute cette zone de sol qui vont des sols moyennement humides jusqu'aux sols très humides. Donc autant on peut dire que cette plante n'est pas très exigeante en termes d'acidité du sol, autant on peut dire qu'elle est relativement exigeante parce qu'elle a besoin de sols secs. Et bien ça, c'est une représentation en 2 dimensions d'une niche écologique. Ça explique où est-ce qu'on va s'attendre à trouver ou pas cette plante. Et il se trouve que nos 2 interactions qui nous intéressent aujourd'hui, mutualisme, compétition, influent sur la... Ah, je crois que le micro a rendu l'âme. Je vais continuer sans micro en attendant. Donc il se trouve que ces 2 types d'interactions, mutualisme et compétition, vont faire bouger les limites des niches écologiques. Pour l'observer, allons faire un tour en Bretagne. Merci beaucoup. Allons faire un tour en Bretagne du côté des côtes rocheuses et de la côte de Granit Rose où cette photo a été prise. Il existe ce qu'on appelle une zonation des algues brunes le long de la zone de balancement des marées, qu'on appelle l'estran. Vous savez, c'est évident, mais en haut d'estran, le plus souvent, les algues sont émergées, et en bas d'estran, le plus souvent, les algues sont immergées. Et en fait, en fonction de la durée d'immersion, d'émersion, on ne va pas trouver les mêmes algues. Tout en haut de l'estran, on va trouver une algue qui s'appelle la pelvétie, qui ressemble à ça, qui, elle, a besoin d'être peu sous l'eau. En descendant sur l'estran, on va trouver un premier fucus, qui s'appelle le fucus spiralé. Bien. Quand on arrive vers le milieu de l'estran, c'est-à-dire une zone qui est couverte par l'eau de mer 3 heures dans la marée, puis découverte 3 heures dans la marée, on va trouver un fucus qu'on appelle le fucus vésiculeux. Puis en descendant encore, on va trouver un fucus denté. Et puis tout en bas, dans les zones qui ne sont quasiment pas découvertes, excepté quand il y a des grandes marées, on va trouver une algue qui s'appelle le haricot de mer. Ça veut dire qu'ici, nous avons des niches écologiques qui sont parallèles à la ligne de rivage et qui dépendent de la profondeur pour chacune des algues. Eh bien, il y a des chercheurs qui se sont amusés à regarder ce qui se passe quand on transplante une de ces algues, le fucus spiralé, plus haut ou plus bas que là où on la trouve. Donc ils sont allés en bas d'estran, ils ont nettoyé, ils ont enlevé toutes les autres algues, et ils ont implanté ce fameux fucus. Et puis ils ont fait la même chose en haut d'estran, ils ont enlevé la pelvétie, et ils ont implanté ce même fucus. Et ils ont regardé s'il survivait ou pas. Alors il se trouve qu'en haut d'estran, le fucus spiralé ne survit pas. Il est trop souvent hors de l'eau, il n'est pas dans sa niche écologique, il meurt. En revanche, en bas d'estran, le fucus spiralé, dans la zone du fucus denté, se trouve très très bien. Ce qui signifie que si on trace les limites de sa niche écologique, elle serait ici. Ça, c'est une niche théorique. Mais dans la réalité des faits, eh bien, elle s'arrête ici, la niche de ce fucus. C'est-à-dire que dans toute cette zone-là,
qui aurait été une zone favorable d'un point de vue environnement à son implantation, il est incapable de s'y implanter du fait de la compétition avec les autres algues. Ça vous illustre le fait que la compétition entre les organismes restreint la taille des niches écologiques. Et il se trouve que les mutualismes font strictement le contraire. Nos coraux, qui sont donc une symbiose entre une méduse qui ne bouge pas trop et une algue, se nourrissent de quoi? Dans les lagons où on les trouve, l'eau est relativement limpide, il y a peu de matière organique, il n'y a pas grand-chose. En l'absence de l'algue, ici, le cnidaire, la méduse là, qui forme le corail, serait incapable de survivre. Et sans doute que dans ces eaux-là également, les petites algues souffriraient d'une prédation par le zooplancton. Ce qui fait que la symbiose qui naît de l'association du cnidaire et de l'algue, ici, l'autorise à vivre dans une zone où elle n'aurait pas pu vivre indépendamment les deux organismes créant l'interaction. Et donc ça veut bien dire que les mutualismes ont une tendance à repousser les limites des niches écologiques. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut dire sur ces interactions. Elles déplacent les limites des niches écologiques avec comme conséquence la répartition des organismes. Mais ça va au-delà. Moi, il y a un exemple qui m'a toujours fasciné, c'est celui de ce qu'on appelle la guilde des rapaces nocturnes. Alors, je passe sur le terme compliqué, mais on va dire qu'en France métropolitaine, il y a 8 espèces relativement communes de rapaces nocturnes. Le hibou moyen-duc, le hibou petit-duc, la chouette hulotte, la chouette chevêche, la chouette effraie, la chouette chevêchette, le hibou grand-duc et le hibou démarré. On a indiqué ici dans quel milieu, approximativement, est-ce qu'on les rencontre. On a indiqué ici à droite leur poids, qui est en fait un proxy de la taille. En écologie, on travaille beaucoup, on considère beaucoup des mesures de poids comme étant des mesures de taille. Et puis surtout, la taille, le poids du coup, des proies qu'ils consomment. Il y a une chose qui est assez incroyable. C'est que deux rapaces nocturnes qui vivent dans le même milieu, comme ici par exemple la chouette chevêche et la chouette effraie vivent aux abords des maisons, des granges, dans les villages, eh bien, ne mangent pas du tout des proies qui ont les mêmes tailles. Donc, elles ne mangent pas les mêmes proies. Même chose avec le hibou petit-duc, la chouette hulotte, qui vivent tous les deux dans le milieu forestier. Vous voyez qu'ils ne mangent pas du tout des insectes, des proies de même taille. Réciproquement, si on prend maintenant 3 rapaces qui mangent des proies de taille semblable, comme le moyen-duc, l'effraie des cloches, la chouette effraie et le hibou des marais, eh bien vous constaterez que ces 3 espèces ne se rencontrent pas dans les mêmes milieux. Le hibou moyen-duc étant dans les milieux forestiers à semi-ouverts comme les vergers, l'effraie, on l'a déjà dit, près des villages, et le hibou des marais dans des zones plutôt ouvertes et généralement aussi plutôt humides. On a donc ici une sorte de double évitement. Ceux qui mangent la même chose ne sont pas au même endroit, ceux qui sont au même endroit ne mangent pas la même chose. Et ça se ressent dans la taille de ces oiseaux, parce qu'il y a une règle générale en écologie qui dit que pour un prédateur, la taille de ses proies est conditionnée par sa taille à lui. Autrement dit, un lion ne mange pas des souris et un chat ne mange pas des gazelles. Même si bien sûr il y a des exceptions. On pourra penser au requin-baleine, mais essayons de ne pas le faire trop maintenant. Donc il y a une relation qu'on appelle une relation allométrique, grand mot, entre la taille d'un rapace et la taille des proies qu'il mange. Cette espèce d'évitement-là de la compétition, c'est ce qu'on appelle une ségrégation de niches, c'est-à-dire que des espèces proches tendent à avoir des niches qui ne se ressemblent pas, et que celles qui tendent à avoir des niches qui se ressemblent ne sont pas au même endroit. Comment est-ce que ça a pu apparaître, un tel système? Imaginons une population de hiboux. Ils sont tous de la même espèce, ils peuvent tous se reproduire entre eux, mais il y a des petits hiboux, des moyens hiboux et des plus grands hiboux. Et puis avec une moyenne de taille de hibou. Bon. Bien, les hiboux les plus petits sont capables de manger des proies plus petites que les autres. Et puis les plus grands hiboux sont capables de capturer des proies plus grandes que les autres. Donc au final, eux, ils ont des proies un peu, entre guillemets, dédiées que les autres ne pourront pas prendre. En revanche, les hiboux de taille moyenne, eux, ils sont en compétition avec tous les autres. Ce qui fait que il y a une certaine compétition, et que cette compétition, elle est centrée autour de la moyenne de taille. Maintenant, que se passe-t-il quand les hiboux se reproduisent? Bon. Le micro est encore mort, je crois. Eh bien, allons-y sans micro, ça me va.
sait faire dans notre métier. La taille, il se trouve, a une caractéristique, c'est un trait qu'on dit héritable, c'est-à-dire qui se transmet au moins en partie à la génération d'après. Donc si la taille est héritable, et que les petits hiboux se reproduisent mieux parce qu'ils souffrent moins de la compétition, et que les grands hiboux se reproduisent mieux parce qu'ils souffrent moins de la compétition, eh bien, quelques générations plus tard, ou quelques dizaines de générations plus tard, pour être un peu plus réaliste, la population des hiboux pourrait avoir cette allure-là, avec plus de petits, plus de grands qu'au départ, et puis toujours des hiboux moyens. Dans ce cas-là, vous avez des sous-populations qui commencent à ne plus entrer en compétition avec la population d'origine, donc une quantité de compétition qui se réduit de manière générale. Et si ça continue, quelques encore dizaines de générations plus tard, peut-être qu'on va avoir vraiment 3 sous-populations, des petits hiboux, des moyens hiboux et des grands hiboux, qui commencent à ne plus trop se reconnaître entre eux, à ne plus trop se reproduire entre eux, de l'isolement reproducteur apparaît, et ainsi 3 espèces de hiboux différenciées par leur taille, tout ça parce qu'au départ, il y a un mécanisme d'évitement de la compétition. Donc là, c'est un exemple où la compétition amène à une diversification par le phénomène de ségrégation de niche. J'ai pris un exemple de compétition, j'aurais pu tout à fait prendre un exemple de mutualisme, ça n'aurait pas été de la ségrégation de niche, mais la conclusion aurait été la même. C'est que sur les temps courts, les temps de l'écologie, où on peut observer, nous, humains, les choses, compétition et coopération changent la distribution des espèces, les interactions entre elles. Mais sur des temps plus longs, les temps de l'évolution, les temps géologiques, eh bien, ces mêmes interactions, compétition-coopération, jouent un rôle dans, ni plus ni moins, la création de biodiversité, la création de nouveautés, de nouvelles espèces. Alors j'ai essayé de résumer ça sur cette diapo qu'on reprendra plus tard. Même idée, donc nous avons nos hiboux, tous de la même espèce, différentes tailles. C'est un caractère qui est variable, on pourrait appeler ça des variants, hein, si on avait envie, bien entendu, avec ce caractère qui est héritable, à l'échelle d'une population. Et puis nos interactions, compétition, coopération, vont changer des choses. Elles vont changer des choses au niveau des individus. Elles vont changer leur survie. Si on survit plus longtemps, si on vit plus longtemps, on a plus de chances de se reproduire. Elles peuvent changer leur reproduction. Il y en a qui vont se reproduire plus ou moins. Et puis ceux qui se reproduisent, elles peuvent changer la viabilité des descendants. Plus de soins aux jeunes, moins de soins aux jeunes, par exemple. Donc il y a des hiboux porteurs de certaines caractéristiques liées à la compétition et à la coopération qui vont mieux survivre et mieux se reproduire. Ceux-là, on a plus de chances de les retrouver à la génération d'après. Et puis bien sûr, il y a du hasard qui vient mettre un peu de piquant dans cette histoire qui autrement aurait été un peu trop simple. Et puis bien sûr, la nouvelle génération, elle a des caractéristiques différentes de l'ancienne. Donc des caractéristiques de compétition et de coopération un peu différentes. Et on boucle le cycle ainsi de suite de génération en génération. Ce que je veux montrer, ce sur quoi je veux mettre le doigt ici, c'est que ces caractéristiques de compétition et de coopération, elles trouvent leur origine dans des mécanismes écologiques et évolutifs. Je trouve que c'est important de se rappeler de ça quand on essaye de comparer la coopération dans nos sociétés, la coopération dans les groupes humains, et la coopération dans la nature au sens large, ou pour le dire de façon un peu plus provoque, chez des animaux non humains, par exemple. Dans les sociétés humaines, dans les groupes humains, il y a des questions de choix, il y a des questions de libre arbitre, d'intentionnalité. J'ai tapé dans Google « choix », coopération, je suis tombé sur des nuages de mots comme ça. Ça veut bien dire qu'il y a des choses dans les déterminismes des comportements humains qu'on ne retrouvera pas dans les mécanismes écoévolutifs, aussi parce qu'on n'est pas à la même échelle. Ici, on parle d'individus, sur quelques années, mettons. Ici, on parle de populations sur quelques centaines de générations, milliers de générations. On n'est pas du tout aux mêmes échelles, on n'a pas du tout les mêmes mécanismes qui sont en jeu. Alors attention, bien sûr, les comportements, y compris humains, viennent aussi de raisons écoévolutives. Et bien sûr que dans le monde non humain, il y a aussi, alors choix, libre arbitre, intentionnalité, je ne sais pas, mais il y a aussi des choses qui peuvent s'en rapprocher, donc il doit aussi y avoir une zone grise quelque part. Quelle est sa taille, j'en sais rien, et ce n'est pas le propos aujourd'hui. Ce que je voulais dire surtout ici, c'est que, ok, on a de bonnes raisons d'aller comparer coopération et compétition dans le non-humain et dans l'humain. Il ne faudrait pas séparer l'humain et le non-humain, bien entendu, hein. Ils sont complètement liés, mais attention, tout n'est pas complètement comparable du fait des mécanismes en jeu. Pour conclure cette partie,
pour résumer cette partie, la compétition est un facteur qui restreint les niches écologiques, le mutualisme est un processus qui repousse les limites des niches écologiques, et mutualisme et compétition sont des facteurs de diversification du vivant. On a vu l'exemple de la ségrégation de niches. Alors maintenant, comment faire le lien avec les crises? On a posé l'existant. Voilà ce qui existe dans la nature, en abrégé. Le lien avec les crises. Le lien avec les crises, c'est l'environnement. Ces interactions, compétition, mutualisme, elles dépendent de l'environnement. Pour ça, je propose de commencer par une métaphore qui, personnellement, m'amuse. Si vous êtes bloqué avec vos enfants, seuls, dans un supermarché achalandé la nuit, sur une nuit, la situation n'est pas la même que si vous êtes bloqué, toujours pendant une nuit, dans un TGV blindé, avec uniquement une box SNCF pour tout le monde. Dans le premier cas, a priori, ça devrait aller, et j'ai appuyé où il ne fallait pas sur ma télécommande, qui du coup ne va plus marcher. Voilà. En revanche, dans le deuxième cas, il y a des chances que ça se passe un petit peu moins bien. La technologie ne veut pas. Bien. La conclusion de ça, elle est double. C'est que la compétition ici dépend de deux choses, de l'abondance des compétiteurs autour de vous et de la quantité de ressources autour de vous. Je trouve que l'exemple est assez parlant. On reverra ce truc-là dans la nature après. Ça, c'est pour la compétition. Il en va de même pour les mutualismes. Attendez, je vais essayer un truc. Yes, super. Je reviens sur cet exemple, je vous ai dit tout à l'heure, on ne l'a pas exploré, celui des symbioses légumineuses rhizobium. Les légumineuses, c'est une famille botanique, on a appelé ça à une époque des papillonacées, on appelle ça maintenant des fabacées, c'est la famille du petit pois, du haricot, du soja, ce genre de choses. Entrent en symbiose avec des bactéries du sol qu'on appelle rhizobium, qui vivent à l'intérieur des racines et spécifiquement dans des structures qui n'existent pas si la symbiose n'existe pas, qui sont ces petites nodosités, ces petits nodules sur les racines. Les bactéries sont dedans. Qu'est-ce qui se passe? La plante, c'est la même histoire, elle fait la photosynthèse. Elle transforme le carbone inorganique de l'atmosphère en carbone organique, des sucres, via la photosynthèse. La bactérie, rhizobium, en revanche, elle a acquis une capacité incroyable. Elle est capable d'utiliser le diazote de l'air, qui est quand même 79% de l'air, et de transformer ça en azote organique. Et c'est ça que ces deux organismes s'échangent. C'est plus compliqué que ça en vrai, mais l'idée est là. Du carbone en échange de l'azote. Mais dans un champ de petits pois. Un champ de petits pois dans lequel on ajoute une grande quantité de fertilisants, sous forme, par exemple, de nitrate. La plante a tout l'azote dont elle a besoin. Pourquoi est-ce qu'elle irait donner jusqu'à 60% de son carbone dans une interaction qui, là, ne lui sert à rien, puisqu'elle a toute la ressource dont elle a besoin? C'est pourquoi on observe que dans des milieux pauvres en nutriments, on ne va pas dire ça, dans des milieux où il n'y a pas une surabondance de nutriments, une surabondance d'azote, on a cette symbiose de nodosité. En revanche, dans des milieux eutrophes, dans des milieux surfertilisés, très riches en ressources, il n'y a plus du tout cette symbiose et il existe même un gradient. Alors, c'est un peu exagéré, en vrai, c'est des marches d'escalier, mais il y a un peu cette idée qu'il y a un gradient entre une symbiose et pas de symbiose en fonction des propriétés de l'environnement. Ici, la propriété de l'environnement, c'est un niveau de ressources. Mais il y a bien sûr d'autres propriétés de l'environnement très importantes. Là, c'est les conditions météo, les conditions climatiques. Et elles aussi vont faire changer la nature des interactions. Notamment entre le chêne et le hêtre. Ça commence un peu comme une fable. Dans un contexte où il n'y a pas de stress hydrique, il y a suffisamment d'eau pour tout le monde. Le hêtre, ce qui se passe, c'est qu'il absorbe énormément de lumière. Dans la lumière incidente, c'est l'arbre qui est capable, dans nos forêts en tout cas, d'arrêter le plus de lumière. Je ne parle pas des conifères, pardon. Dans les arbres feuillus, sous nos latitudes, c'est lui qui arrête le plus de lumière. Il en arrête nettement moins que le chêne. Donc dans la compétition pour la lumière, c'est le hêtre qui va gagner. Mais le chêne, il a aussi
une bonne carte dans son jeu, il pousse plus vite. Donc d'un côté, on en a un qui est très compétitif pour la lumière et d'autre, on en a un autre qui est très compétitif pour l'espace. Et donc l'idée générale, c'est que quand il n'y a pas de problème de stress hydrique, eh ben, on a une compétition entre le chêne et le hêtre, à la fois pour la lumière et pour l'espace. Ça n'est absolument pas surprenant. Là où ça devient intéressant, c'est en cas de stress hydrique, on a une grosse sécheresse. Les racines du hêtre pénètrent le sol nettement moins profondément que les racines du chêne. Et par un phénomène physique, ces petites racines profondes du chêne vont faire remonter l'eau par capillarité jusque dans la sphère racinaire du hêtre. Ça, c'est ce qu'on appelle un processus de facilitation. Le hêtre bénéficie d'une caractéristique du chêne qui fait remonter l'eau. Et il lui rend, entre guillemets, quelque chose en échange. Comme le hêtre arrête beaucoup la lumière, il fait beaucoup d'ombre. Donc il limite les pertes en eau qui pourraient encore avoir lieu au niveau du sol et empêche le sol de s'échauffer tellement. Donc les mêmes arbres dans les mêmes conditions, nous venons simplement de rajouter une sécheresse, sont passés d'un état de compétition à un état de facilitation. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va nous faire le lien avec le changement climatique, puisque c'est des paramètres comme ça qui vont bouger. On vient de le dire, donc je ne résume pas. Donc, que se passe-t-il quand l'environnement change? Et il change principalement en fait de deux grandes crises, une crise du climat et une crise de la biodiversité. J'ai choisi ici de ne pas rentrer dans les conséquences de ces crises parce que je pense que vous êtes très familiers avec tout ça et ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer. Les conditions qui jusque-là pouvaient être considérées comme favorables aux organismes qui vivent dans un milieu vont changer. Et les organismes vont avoir, en tout cas du moins ceux qui le peuvent, deux solutions pour retrouver, pour suivre les conditions qui leur sont favorables. Ils peuvent bouger dans l'espace. C'est le cas de ce petit héron qu'on appelle l'aigrette garzette. Vous avez ici à gauche, en bas à gauche, la répartition de cet oiseau dans un livre publié en 1980. En gris, vous avez son aire de reproduction, c'est-à-dire là où il est présent l'été. En jaune, vous avez son aire d'hivernage, là où il est présent l'hiver. Et l'intersection où il est présent toute l'année. À peu près 40 ans après, voici la nouvelle répartition. Eh bien, vous noterez qu'elle a quand même bien changé, et que si je viens superposer sur sa carte de gauche les limites ici septentrionales de répartition, il y a des endroits, vous voyez, on a gagné 1000 km en 40 ans. C'est quand même pas mal. C'est quand même un changement assez impressionnant. La carte n'est plus à jour parce que maintenant, l'aigrette garzette a été retrouvée nicheuse en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Et puis, ceux qui ne bougent pas dans l'espace peuvent aussi bouger dans le temps. Et ça, je pense que tout le monde le sait. La date des vendanges, là, j'ai pris un exemple au hasard sur Internet, mais a avancé considérablement dans le dernier siècle, voire carrément dans les 50, allez, 70 dernières années. Et si des paramètres comme la vendange, la date de vendange ont avancé en saison, d'autres paramètres comme la date de débourrement, par exemple, ont avancé en saison, ce qui explique les efforts parfois vains des viticulteurs de chauffer à coups de torches leurs vignes en cas de gelée tardive. Donc, des déplacements dans l'espace, des déplacements dans le temps. Alors, quand on est tout seul, quand on peut bouger, c'est bien, mais quand on n'est pas tout seul, quand on a des partenaires d'interaction, les choses se compliquent. Alors, il y a une petite chose qui ne va pas être simple sur cette figure. L'espace, c'est l'espace. Le temps est représenté par la couleur. C'est-à-dire que l'insecte, quand l'insecte et la plante sont de la même couleur, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se trouver dans le temps. C'est-à-dire que l'insecte apparaît au moment où la plante fleurit. En revanche, quand ils vont être de deux couleurs différentes, même s'ils sont au même endroit, ils ne se rencontrent pas parce qu'ils sont en décalage dans le temps. Donc on pourrait prendre ça comme point de départ, un insecte que je vais appeler 1, qui pollinise une plante que je vais appeler 1, et un insecte que je vais appeler 2, qui pollinise une plante que je vais appeler 2. Il se trouve que la biologie des insectes, le cycle de vie des insectes, il est essentiellement calé sur la température. C'est-à-dire que dès qu'il fait chaud au printemps, si vous avez 3 jours à 25 degrés, hop, il y a des insectes qui émergent et qui font leur vie. Les plantes, il y en a qui sont plus calées sur la température, il y en a qui sont plus calées sur la durée du jour, plantes de jour court, plantes de jour long, tout ça. Et puis il y en a qui font des deux. Donc c'est là qu'on voit que ça va se compliquer un peu. Il peut y avoir des cas où et la plante et l'insecte
vont avancer leur cycle parce qu'il fait plus chaud. S'ils l'avancent de la même façon, au final, il n'y a pas tellement de problème, ils vont se retrouver. Le problème vient quand l'un d'eux a bougé son cycle, par exemple cet insecte qui arrive, lui il est resté orange, pardon, lui n'a pas bougé, mais la plante, elle, est arrivée plus tôt, a fleuri plus tôt. Dans ce cas-là, le pollinisateur n'a pas sa plante et la plante n'a pas son pollinisateur. Donc ici, il y a une déstructuration de l'interaction. Puis ça se complique quand on rajoute la dimension spatiale, parce que la plante et l'insecte peuvent continuer d'arriver au même moment, mais si les milieux qui sont restés favorables à l'insecte ne sont plus ceux qui sont restés favorables à la plante, vous avez beau ne pas avoir d'impact du climat, vous avez un impact de la fragmentation des milieux, par exemple. Même chose ici avec l'insecte et la plante orange. Et puis, bien sûr, vous pouvez avoir le scénario catastrophe qui est le mélange des deux, où à la fois dans l'espace et dans le temps, l'insecte et la plante ne sont plus capables de se retrouver, alors là c'est fini. Et vous avez des scénarios plus heureux où cette fois-ci, des plantes et des insectes qui ne se rencontraient pas avant peuvent se trouver nouvellement en contact. Et alors là, il peut se passer plusieurs choses. Soit vous avez deux spécialistes et ils ne sont pas capables d'interagir, soit vous en avez au moins un des deux qui est un peu généraliste, et là vous pouvez avoir une interaction qui se met en place. Donc tout ça n'est pas simple, mais ce qu'il y a à retenir de ça, c'est que des décalages qu'on va appeler phénologiques, c'est-à-dire des décalages dans les cycles de vie, et la destruction, l'appauvrissement des habitats naturels, font craindre une déstabilisation des réseaux, et en particulier des réseaux mutualistes. Pourquoi? Parce que, donc ça c'est une illustration, un réseau avant, un réseau après, où on a pu perdre un certain nombre de liens. Pourquoi les mutualismes sont-ils aussi en danger? Parce qu'il y a un revers de la médaille au mutualisme, et plus exactement à la symbiose. Quand vous ne pouvez pas vivre sans votre partenaire d'interaction, si votre partenaire d'interaction ne peut pas s'adapter ou s'acclimater à un changement de l'environnement, et bien vous non plus. C'est l'idée qui est véhiculée ici, c'est que s'il y en a une des deux qui lâche, les deux tombent. C'est ce qu'on voit avec le blanchiment des coraux. Quand l'eau chauffe trop, les algues meurent, et sans les algues, les coraux meurent aussi. Du coup, ils perdent leur couleur, ils deviennent tout blancs. C'est un phénomène qu'on est déjà en train d'observer. Alors, il ne faut pas être pessimiste non plus, parce que des variations dans la nature, il y en a maintenant, il y en a toujours eu, et au final, les organismes sont adaptés à une certaine variabilité. Les feuilles tombent actuellement. C'est bien la preuve que les arbres feuillus à feuilles décidues de nos régions sont adaptés à une variabilité saisonnière. De la même façon, des plantes, des milieux comme des maquis, des garrigues, sont habitués, je ne vais pas dire, c'est pas le bon mot, mais il y a des passages de feu réguliers qui régénèrent, qui réouvrent la végétation, et les plantes qui s'y trouvent sont habituées à ce régime de perturbation. Donc il existe déjà dans la nature une sorte de résilience, j'ai lâché le mot, de résilience écologique, pourvu que les milieux restent suffisamment en bonne santé pour que les interactions qui permettent cette résilience se maintiennent. Et on en a déjà vu une, c'est par exemple la facilitation entre nos arbres en cas de sécheresse. La question est de savoir, avec des sécheresses répétées, plus fréquentes, plus intenses, comme ce que nous annoncent les derniers rapports du GIEC, est-ce que l'interaction va pouvoir se maintenir au sein des communautés? Et là, il y a une carte à jouer, c'est celle de la diversité. On ne connaît pas toutes les interactions. C'est tellement complexe que les interactions 2 à 2, on a déjà du mal, puis les interactions à plusieurs organismes, on les connaît assez mal. Mais si on garde des écosystèmes diversifiés en bonne santé, on peut faire le pari que dans tous les organismes qui sont présents, certains vont pouvoir peut-être développer des facilitations dont nous n'avons pas conscience, ou d'autres interactions qui vont permettre une certaine résistance de ces écosystèmes face aux perturbations. C'est tout à fait le pari. Alors, pardon, excusez-moi, avant ça, je voulais montrer un exemple. Voici une hêtraie plantée, c'est-à-dire monospécifique, quasiment, on dit équienne, c'est-à-dire même âge, en forêt de Compiègne. Après 4 années de sécheresse successives, vous voyez que les hêtres ne sont quand même pas franchement en forme. Donc on sait que le hêtre souffre énormément de la sécheresse, hein, il n'aime pas du tout ça, mais bon, enfin, si vous allez vous balader sur la face nord de la Sainte-Baume, un endroit où il fait quand même pas très... Enfin, il fait quand même plutôt chaud par là-bas, vous avez du hêtre dans cette forêt mixte. Alors bien entendu, il y a des mécanismes génétiques ou épigénétiques d'adaptation locale, si ce n'est pas de l'adaptation, d'acclimatation, ok, bien sûr. Mais il y a aussi le fait que là-dedans, il y a de la facilitation avec les autres espèces. C'est un mélange de processus, évidemment.
Et si on arrive à garder ce genre de choses, potentiellement on arrivera à garder des systèmes qui marchent. Et c'est tout le pari, par exemple, de l'agroécologie. Ici, un exemple, certes un peu extrême, d'une prairie plantée, semée, une prairie semée, quasi monospécifique, et une prairie sous couvert agroforestier en Colombie. J'ai plus l'année, c'est une publication de 2015. Arrive un gros épisode de sécheresse, il n'y a pas tout à fait photo entre les deux. Il y a un écosystème qui a fait preuve de résistance à la perturbation et l'autre pas. Donc c'est un pari qu'on peut faire, celui que la diversité va au moins nous amener des billes pour s'adapter. Le problème, c'est qu'il faut que les systèmes soient suffisamment en bonne santé pour que ça se passe. Et on sait que dans ceux qui ne le sont pas, ça devient compliqué. Voici une étude qui a été faite en Californie par des chercheurs qui s'intéressent aux pollinisateurs et particulièrement aux bourdons. Ils ont étudié sur 2 années, 2003 et 2004, les bourdons dans les parcs urbains de la métropole de San Francisco. Vous avez ici une carte avec les 18 parcs qu'ils ont étudiés et la référence en bas. On sait que l'urbanisation amène à une raréfaction et à une discontinuité des habitats. C'est évident sur cette carte. Les habitats favorables, qui sont les parcs ici, sont très discontinus et de taille différente. Et on sait que ça amène à une perte de diversité et d'abondance. Et c'est exactement ce qu'ont observé les chercheurs. Sur l'ensemble de ces parcs, ils trouvent 4 espèces de bourdons, là où on aurait pu en trouver une dizaine jusqu'à une vingtaine. Et ils trouvent surtout une espèce très abondante, un Bombus vosnesenski, et puis 3 autres espèces nettement moins abondantes, c'est-à-dire des communautés appauvries et déséquilibrées. Et ils se sont intéressés aux facteurs qui expliquent encore un certain degré de diversité dans ces systèmes-là. Ils ont essayé de regarder l'impact d'éléments de l'environnement, à quel point il y avait des liens possibles entre les parcs, à quel point il y avait des terriers de campagnols. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de bourdons forment des ruches souterraines et ils réutilisent des terriers de campagnols. C'est vrai chez nous aussi, hein, en particulier pour tout le groupe des bourdons terrestres. Donc ça, quelque part, c'est l'habitat pour la nidification. Et puis ils ont regardé d'autres choses, l'altitude, l'âge du parc, et on se rend compte, sans surprise, que la qualité de l'habitat et l'abondance des sites de nidification expliquent que dans certains endroits, il y a encore de la diversité. Ça n'a rien de surprenant. Ce qui est très intéressant, en revanche, c'est que la diversité des bourdons, elle est liée à l'abondance du bourdon le plus abondant. Ce qui signifie que la diversité des bourdons est négativement impactée par la présence de l'un d'eux sur les 2 années d'études. Ça veut dire que dans ces communautés appauvries, l'abondance des espèces est dictée par celle du compétiteur dominant. Comment ça marche? Eh bien, Bombus vosnesenski, il arrive tôt en saison. Dès qu'il fait un petit peu chaud, il sort et il va occuper les terriers de campagnols. Ce qui fait que quand les autres bourdons arrivent un petit peu plus tard, ils se mettent là où ils peuvent, et puis s'ils ne peuvent pas, c'est dommage pour eux. Au point que certaines espèces finissent par occuper des niches qu'elles n'occupaient pas avant en allant essayer de faire des nids dans des arbres plutôt que dans des terriers. Donc ici, la compétition passe par l'acquisition des sites de nidification, et c'est la double peine, parce que si vous avez peu de campagnols, vous avez peu de terriers, et la compétition est encore plus forte. On retrouve ici l'impact de l'abondance de la ressource et du nombre de compétiteurs sur l'issue de la compétition. Donc que retenir de ça? Les changements globaux perturbent les écosystèmes et en particulier les mutualismes. Pourtant, les mutualismes jouent un rôle important dans la résilience écologique face aux changements globaux et il y a davantage de compétition dans les écosystèmes perturbés. Alors que faire avec tout ça? Maintenant qu'on a observé, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une conclusion qui vient, c'est que protéger la nature, c'est se donner les meilleures chances d'adaptation face aux changements globaux. Ensuite, c'est que, vu l'impact de l'environnement, en transformant l'environnement, alors là j'ai mis tous les points d'interrogation nécessaires, est-ce qu'on n'arriverait pas à le rendre plus propice à la coopération, pour en tout cas les personnes qui croient que c'est un des leviers de notre transition écologique et solidaire d'ailleurs? La question qu'on pourrait se poser, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, d'essayer d'être honnête et d'aller chercher des mécanismes plus que des raisons dans la nature, c'est de regarder les conditions dans lesquelles la coopération émerge. Parce que ça, c'est mécaniste. Si ça marche là-bas, il y a des chances que ça marche chez nous aussi.
ce sera la dernière partie, et elle ne sera pas très longue, je vous demande du coup encore un tout petit peu d'attention. C'est une question qui a rendu perplexes les biologistes pendant à peu près un siècle. Comment on crée de l'altruisme réciproque? Parce que de l'altruisme réciproque. Pardon? Oui, désolé. Je reviens à ce schéma de tout à l'heure sur l'évolution. On a vu que un certain nombre des interactions pesaient sur des caractères d'individus. C'est l'individu qui survit, c'est l'individu qui se reproduit. Et c'est la descendance qui va reboucler sur l'ensemble, même s'il y a un peu de hasard. Mais si au lieu de parler d'individus ici, je venais simplement à parler de caractère, le mécanisme est le même. C'est-à-dire qu'un caractère quel qu'il soit, qui est capable de se transmettre à la génération d'après, qui a plus de chances de se retrouver à la génération d'après, se maintient. Alors qu'un caractère qui n'est pas capable de faire ça va disparaître dans une population. Caractère, entité, on pourrait appeler ça gène, si on avait envie, ou variation d'un gène. Et ça, c'était comment dire, framework en français, le canevas de pensée que pouvaient avoir les biologistes dans la seconde moitié du XXe siècle. Et ça a amené à une théorie qu'on appelle la théorie du gène égoïste, qui répondait à la question comment est-ce que la coopération peut apparaître dans une nature où la sélection naturelle s'exerce sur des caractères individuels, voire même pas des individus, voire sur des gènes. Le gène égoïste nous dit un gène n'a besoin d'être utile qu'à lui-même pour être transmis. Tant qu'il se retrouve à la génération d'après, quel que soit son impact sur l'individu, il va être transmis. Mais donc du coup, ça vaut aussi pour les gènes d'altruisme. Et l'idée de base, c'était que l'entraide pouvait apparaître quand il y avait des liens de parenté entre les partenaires d'interaction. Je m'explique. C'est une phrase très célèbre d'un chercheur qu'on appelait Haldane. Et il y a un jour quelqu'un qui lui a posé la question « Est-ce que vous donneriez votre vie pour sauver votre frère ?» Et il a répondu « Non, mais je le ferai pour 2 frères ou 8 cousins. » Alors là, il va falloir faire un peu des maths. D'abord, il y a moi. Bon, qu'est-ce que j'ai en commun avec mes parents? J'ai reçu la moitié du génome. Alors, pardon, si tout se passe bien, déjà, mes parents n'ont pas beaucoup de proximité génétique. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu la moitié des gènes, à peu près 49, des gènes, 51, des gènes de ma mère, et à peu près un demi des gènes de mon père. Jusque-là, tout le monde me suit? Bon. Si j'ai une sœur, c'est pareil. Elle a reçu la moitié des gènes de mon père et la moitié des gènes de ma mère. Bon. Du coup, quel est le lien génétique que j'ai avec ma sœur? Si on imagine que chaque gène a une chance sur 2 d'être transmis, je vais avoir en moyenne la moitié en commun avec elle de ce qu'on a hérité. C'est-à-dire 1,5 fois 1,5 plus 1,5 fois 1,5. Vous me suivez encore? C'est-à-dire 1/4 plus 1/4, c'est-à-dire... Il ne veut pas. C'est-à-dire 1,5. Hop, ça c'était trop rapide. Donc, génétiquement, je partage la moitié des gènes de mes frères et sœurs, ce qui explique pourquoi 2 frères? Parce que si je veux en moyenne transmettre tous mes gènes sans me reproduire, il faut qu'il y ait 2 de mes frères qui survivent, ou 2 de mes sœurs qui survivent. Bon. Maintenant, si mon père a une sœur, évidemment, ils ont le même degré de proximité génétique entre eux que moi et ma sœur, si tout va bien. Et si ma tante a un enfant, qui est donc mon cousin, il a aussi 1/2 de son génome en commun avec sa mère. Donc, entre moi et mon cousin, il y a 1,5 fois 1,5 fois 1,5, ce qui, si je sais vaguement compter, fait 1/8. D'où le 8 cousins. Et c'est par ce mécanisme de transmission, entre guillemets, passive de gènes entre individus apparentés qu'on a commencé à expliquer l'apparition de comportements d'altruisme. Alors, ça marche dans un certain nombre de systèmes,
mais ça ne marche pas dans un certain nombre de systèmes. Donc il fallait autre chose. Voilà. La théorie du gène égoïste n'explique pas tout. Et là, c'est l'économie qui est venue à la rescousse de l'écologie via une branche qui s'appelle la théorie des jeux. Et donc, il y aurait beaucoup à dire. Je vais me borner à essayer de présenter ce dilemme qu'on appelle le dilemme du prisonnier. L'histoire est simple. Il y a deux malfrats qui dévalisent une banque, et puis ils se font capturer, mais la police n'a pas de preuves. Ils ne trouvent pas l'argent, ils ne trouvent pas d'armes, ils n'ont pas de preuves, mais ils suspectent très fort que c'est eux. Alors ils les mettent chacun dans une cellule, et ils leur disent, vous avez, à chacun, hein, indépendamment, vous avez deux choix. Soit vous avouez, soit vous dénoncez, soit vous niez, mais vous dénoncez votre copain. Donc on a deux prisonniers, 4 possibilités, tableau à double entrée, et les policiers font la proposition suivante. Si tous les deux, vous vous taisez, si personne n'avoue, vous prenez chacun 6 mois et on n'en parle plus. En revanche, si vous balancez votre copain mais que votre copain ne vous balance pas, vous, on vous libère et lui, il prend 10 ans. Et puis réciproquement, si vous vous dites rien et qu'il vous balance, vous prenez 10 ans et lui, on le libère. Et si tous les deux, vous vous dénoncez mutuellement, vous faites chacun la moitié de la peine, c'est-à-dire 5 ans. Bon. Vous feriez quoi? Comment? Alors, je ne suis pas sûr, parce que si on considère, pour un prisonnier, le gain possible, par exemple, du prisonnier numéro 1, s'il dénonce, il est libéré. S'il se tait, il prend 6 mois. Dans ce cas-là, il a intérêt à dénoncer. Si il dénonce et que l'autre dénonce, il prend 5 ans. S'il dénonce et que l'autre dénonce, s'il ne dénonce pas et que l'autre dénonce, il prend 10 ans. Donc dans ce cas-là aussi, il a intérêt à dénoncer. Donc si ici, les joueurs, entre guillemets, sont des agents rationnels, la chose qu'ils vont faire, c'est de se dénoncer mutuellement. Mais on vient de dire effectivement que l'intérêt du groupe serait celui-ci. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, la meilleure solution ne peut pas être déduite de l'examen des gains individuels. Alors bien sûr, on peut s'amuser derrière et puis venir faire des maths là-dessus en mettant de la théorie, des conditions pour que le dilemme ait lieu, et puis des conditions qui discuter un peu des valeurs ici. Si la tentation de vendre l'autre est très forte à la compétition et que la punition encourue est plus forte que le coût de la duperie, on a forcément des stratégies de défection qui apparaissent. Et le truc le plus dur ici, c'est que, étant donné qu'aucun des deux joueurs indépendamment n'ont d'intérêt à changer de stratégie sans être perdant, on est bloqué dans cette logique égoïste. Oui, mais pour un jeu qui se répète plusieurs fois, alors là, ça va être difficile de faire des maths, il faut faire des simulations. Des chercheurs, dans les années 80, ont pris 60 possibles stratégies, les ont fait jouer à un ordinateur un certain nombre de fois, ont calculé les gains de ces stratégies. Et ils montrent qu'en itérant le dilemme du prisonnier, les stratégies dites coopératives ont un gain sur le long terme nettement plus fort que les stratégies égoïstes. Et celle qui remporte la palme, c'est la stratégie qu'on appelle donnant-donnant, en anglais tit for tat, qui est de coopérer au premier tour et ensuite de copier le dernier tour de l'adversaire. Et ça veut dire qu'on peut expliquer par des histoires de gains et de coûts l'apparition d'un altruisme réciproque. Alors, ça est très théorique, mais ça a posé un cadre théorique pour étudier ça, déjà, et puis ça a donné des idées à des écologues qui sont allés faire des mesures de coûts et des mesures de gains. Et en particulier, ils sont allés faire ça dans un système assez drôle, celui des chauves-souris vampires. Les chauves-souris vampires, c'est des petits mammifères qui vivent en Amérique du Sud, qui se nourrissent du sang de grands mammifères, comme des chèvres, des vaches. Vous voyez ici le petit parasite sur le dos on va dire sa proie, mais enfin bon. Et ces petites chauves-souris, donc se nourrissant de sang, le sang, c'est pas une nourriture extrêmement riche. Ces petites chauves-souris, elles sont incapables de mettre en réserve de l'énergie.
Ce qui fait que si elles ne se nourrissent pas pendant 2 nuits successives, elles meurent. Les chercheurs ont regardé, ont fait des mesures, ont regardé le pourcentage... Alors, pardon, excusez-moi, avant ça, les chercheurs ont observé qu'il existait des comportements d'altruisme réciproque entre ces chauves-souris. C'est-à-dire que si une chauve-souris n'a pas réussi à se nourrir 2 nuits, une chauve-souris qui a réussi, elle, à se nourrir, va venir lui donner du sang, ce qui va lui permettre de la maintenir un petit peu en vie. Donc, donner du sang, du coup, c'est un coût pour celle qui donne, c'est un gain pour celle qui reçoit, et les chercheurs ont essayé de quantifier ce coût et ce gain. Donc, voici en pourcentage du poids initial l'équivalent du gain, du don de sang, pardon, et voici le gain en termes de temps, de durée de vie, de temps en plus, auquel correspond le don de sang. Et voici la courbe que prend cette relation. Elle est tout à fait convexe, ce qui signifie que pour une chauve-souris qui vient de se nourrir, elle donne du sang, et le temps qu'elle perd, entre guillemets, en donnant ce sang, qu'elle sacrifie à sa collègue, c'est 4 heures. Peu ou prou. En revanche, pour celle qui vient de recevoir le sang, qui, elle, ne s'est pas nourrie depuis un certain temps, vous voyez que le même équivalent de sang donné correspond à une augmentation de durée de vie nettement supérieure au coût de la durée de vie pour celle qui a donné. Et ça, c'est quelque chose, plusieurs études de ce genre-là ont laissé penser que dans ces systèmes-là, l'altruisme peut apparaître parce que le bénéfice reçu par l'une est largement supérieur au coût qu'a subi celle qui a donné. Pour conclure, il existe de nombreuses formes de compétition et de mutualisme. Ces interactions déterminent en partie l'écologie des espèces et sont moteurs de diversification du vivant. Mutualisme et compétition dépendent des conditions de l'environnement. Les changements globaux perturbent le fonctionnement des écosystèmes et avec eux les interactions telles que le mutualisme et la compétition. Des mutualismes, facteurs importants de résilience écologique, sont particulièrement menacés. Il y a davantage de compétition dans les systèmes perturbés. Ça, c'est des faits, je pense, assez peu équivoques. On pourrait dresser des conclusions plus larges, avec lesquelles il faut, je pense, être plus prudent. Il faut être donc, prudent de comparer compétition et coopération dans la nature et dans les sociétés humaines. J'aurais dû mettre des guillemets. Dans la nature, la compétition est forte dans les environnements pauvres en ressources en regard du nombre de compétiteurs. C'est sans doute vrai pour nous aussi. Dans la nature, la coopération régulière émerge quand le gain reçu par le receveur est très supérieur au coût engendré par le donneur. Du coup, peut-être qu'on peut modifier notre environnement pour essayer de se mettre dans ces conditions-là et essayer de favoriser l'apparition de mécanismes de coopération. Et avec ça, je vous remercie de votre attention. On va passer au temps des questions, des commentaires. Alors, comme la technologie nous a un peu lâché, avec les batteries surtout. je vais vous demander quand vous posez vos questions, Ça va peut-être marcher un peu là. Tiens. Moi, je sais pourquoi il y a un bouton, il ne faut pas appuyer. Juste un détail. Comment se fait le transfert de sang d'une chauve-souris à l'autre? C'est de la régurgitation, comme ce que font les parents oiseaux pour nourrir leurs jeunes. Oh, ça devrait aller, ça. J'entends pas avec... D'abord, une question générale. Est-ce que j'ai le sentiment que la coopération
marche plus dans le monde animal et la compétition dans le monde végétal. J'ai le sentiment que plus les organismes étaient complexes, plus ça marchait. Enfin bon, ça c'est juste. Ma question, c'est que finalement, quand on regarde les formes de mutualisme et de coopération, elles sont très profitables. Ça élargit les niches écologiques, etc. Alors que les formes de compétition, c'est l'inverse. Donc est-ce qu'il ne devrait pas y avoir dans la nature une tendance générale à la compétition qui est la forme la plus intéressante? Enfin, j'ai bien compris que l'environnement limite les possibilités, mais néanmoins, est-ce que la compétition devrait, enfin, la coopération ne devrait pas s'imposer, puisque c'est ça qui marche? Alors c'est une bonne question. Déjà sur la première remarque, alors peut-être que mes exemples ont pu laisser penser qu'il y avait plus de coopération, de compétition dans l'un ou l'autre groupe. Non, hein, c'est strictement équivalent, je pense, dans tous les règnes du vivant. Et je pense que ce n'est pas du tout lié aux histoires évolutives. Alors j'aime pas parler de complexité parce qu'une bactérie a des côtés infiniment plus complexes que beaucoup d'organismes pluricellulaires, mais enfin bon, je pense que c'est vraiment équitablement distribué. Pour ce qui est des impacts des mutualismes et de la compétition, il faut voir que les limites sont fréquentes et surtout que ce qui nous apparaît, nous, comme étant des systèmes mutualistes ne le sont pas nécessairement dans le détail. Vous avez des plantes, donc l'idée, je repose la chose, les insectes transportent le pollen, donc ils favorisent la reproduction des plantes, les plantes nourrissent les insectes en retour. Vous avez des plantes, enfin pour les plantes, produire du nectar c'est un coût. Donc vous avez un certain nombre de plantes qui attirent les insectes, par exemple via des odeurs, mais qui ne leur donnent pas de nourriture. Donc là, il y a clairement un coût de l'interaction pour l'insecte, alors qu'il y a un bénéfice pour la plante. Alternativement, vous avez des insectes qui ne vont pas, entre guillemets, jouer le jeu des plantes. Vous avez beaucoup de plantes comme ce prime vert où les pétales sont soudés, les sépales sont soudés, tout ça, ça fait une espèce de tube qui oblige les insectes à passer par l'ouverture de la fleur, à se tartiner de pollen, avant de pouvoir atteindre le nectar. Donc ça a un coût énergétique pour l'insecte. Et certains insectes, particulièrement des bourdons, des insectes de grande taille qui ont des langues rigides, eh ben, trichent, entre guillemets, en venant percer le tube ici et prendre directement le nectar. Donc ici, on voit qu'il y a les intérêts ne sont pas nécessairement toujours bien alignés, en fait, entre les organismes. Et ça, c'est ce qui amène à des coévolutions. C'est-à-dire qu'en partant d'un système où il y a une correspondance entre la taille de la langue et la taille, par exemple ici, de l'éperon nectarifère, les plantes qui auraient un éperon plus long fourniraient moins de nectar aux pollinisateurs, elles auraient donc un avantage sur les pollinisateurs. Donc peut-être que le caractère va se répandre, mais du coup, chez les pollinisateurs, ceux qui sont capables d'avoir une trompe plus longue pour venir chercher le nectar vont avoir un avantage, et ainsi de suite, on boucle le cycle, jusqu'à des fois avoir pas des aberrations, mais des systèmes très extrêmes, comme cette orchidée de Madagascar qui a un éperon de 40 cm, avec le nectar qui est ici tout au fond, et puis le papillon ici, le sphinx de Wallace, qui est son pollinisateur, qui a une trompe aussi longue pour aller chercher le nectar. Donc, les deux ne sont vraiment pas séparables, parce que ce qui est un mutualisme à un instant T ne le sera plus à un instant T plus 1. Et puis surtout, il y a une autre chose qui est que les interactions que nous, on perçoit comme négatives, comme par exemple la compétition ou le parasitisme, elles sont garantes d'un certain maintien de biodiversité. Par exemple, si deux plantes sont en compétition et que la compétition est égale, eh ben, elles vont se maintenir toutes les deux à un certain seuil, mais s'il y en a une qui gagne la compétition, elle peut éliminer l'autre. Et donc tant qu'il y a de la compétition, quelque part, il y a cette diversité qui se maintient. C'est un peu le principe des parasites. La charge parasitaire, elle limite la prolifération d'un certain nombre d'organismes en dessous d'un seuil d'invasibilité. C'est toute l'histoire des coévolutions des écosystèmes. Donc ces interactions qui pourraient nous sembler négatives, parce qu'elles ont des coûts, parce qu'elles limitent, elles réduisent, quelque part, elles font aussi la place de la diversité et elles sont surtout variables en fonction des échelles de temps et d'espace qu'on regarde. Ce qui explique que du coup, il n'y ait pas une dominance des mutualismes. Est-ce
Oui, alors c'est un type d'interaction parmi les autres. Alors... Le fait de manger à la même table. Donc le commensalisme, il est défini comme ça. C'est positif pour l'un et neutre pour l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire manger à la même table pour les humains. C'est pas la convivialité, ça? Ça, c'est autre chose, ça, c'est du sentiment. Monsieur, donnez une définition scientifique de la commensalité. C'est un peu plus que manger à la même table, parce que manger à la même table pourrait être de la compétition en fonction de la quantité qu'il y a à manger. Ici, c'est vraiment qu'il y en a un qui se nourrit, par exemple le requin qui se nourrit, et puis le poisson, le rémora, qui bénéficie des restes de ce qui est jeté. Ça n'a vraiment pas d'impact sur le premier. C'est de la commensalité. C'est du commensalisme, oui, exactement. C'est plus zéro. Donc c'est un autre type d'interaction, du coup avec d'autres règles, tout aussi labiles que les autres, parce que les exemples ne sont pas forcément lésions. C'est difficile de définir qu'est-ce qui est un plus, qu'est-ce qui est un zéro, qu'est-ce qui est un moins. En tout cas, à mesurer dans les faits, c'est très difficile. Tout ça, c'est bien sûr des continuums. L'amensalisme, c'est la même chose, mais en 0 moins. Alors, bon, celui-là, moi, j'y crois pas tellement, parce que je vois pas quel exemple on peut donner, mais une vache qui marche dans une prairie et qui écrase une fourmi, c'est du 0 moins. Ça n'a aucun sens, mais c'est du 0 moins. Voilà, c'est une case dans un tableau. Bon, autant il y en a, c'est clair, mais autant neutralisme, amensalisme, bon. Le neutralisme, est-ce qu'il y a besoin de le définir? Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'interaction, quoi, en fait. Donc, bon, c'est un système de classification, il n'a de raison d'être que par son utilité. Souvent, vous dites que c'est avantageux, que le mutualisme est avantageux, etc. Et en même temps, vous utilisez la notion d'altruisme. Est-ce que ça, on peut penser, parce que si on regarde les sociologues et les anthropologues, ils pensent qu'il n'y a pratiquement pas d'altruisme. En fait, chacun a un intérêt. Alors pourquoi vous utilisez la notion d'altruisme? Alors, c'est une très bonne question. C'est quelque part une habitude de langage. Parce que dans le mot altruisme, moi j'ai presque tendance à entendre une volonté d'aider ou de s'entraider. Et s'il y a une volonté, on s'éloigne un peu des processus purement éco-évolutifs. Il se trouve que en écologie, on parle d'altruisme parce qu'il y a des formes de comportement qui s'en rapprochent. En particulier, chez les oiseaux, par exemple, vous avez des jeunes qui restent auprès des nids des parents et qui les aident à mener à bien les couvées suivantes, en gardant le nid, en apportant de la nourriture. On appelle ça alors il n'y a pas de mot français, des helpers. Pour ceux qui sont familiers avec, c'est quoi, c'est Hunger Games, le jet bleu. Dans Hunger Games, c'est un oiseau qui fait ça. C'est un oiseau d'Amérique qui est connu pour avoir des comportements de helpers. Et ici, on se rapproche vraiment parce que c'est un comportement. Alors bien sûr, c'est entre apparentés, mais il y a un gain. Les jeunes ne sont pas obligés de faire ça, ils pourraient aller faire leur vie, mais ils gagnent de l'expérience en observant leurs parents, ou des fois c'est même pas entre apparentés, hein, en observant le couple qu'ils aident. Et puis, bien entendu, ça améliore le succès reproducteur du couple. Mais pour les plantes, c'est plus difficile à imaginer. C'est beaucoup plus difficile à imaginer, bien entendu. Donc, je dirais que c'est plutôt une habitude de langage qu'autre chose. Et puis, bien sûr, tout ça, ça relève d'interprétation également, hein, très subjective parfois. Dans ce tableau, pour moi, c'est plutôt conséquences négatives et plus conséquences positives. La prédation, ça paraît prédation, conséquences pour l'un négatives, conséquences pour l'autre positives. Et ça, c'est au niveau d'un individu. Au niveau des espèces, ce qui n'est pas nécessaire, c'est une prédation. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, c'est un peu moins plus, il paraît un peu individuel, mais pas collectif. Oui, c'est parce qu'il l'est. Alors, ça, c'est une chose que je n'ai pas expliquée.
Voilà. Parce que ça nous a emmené un petit peu loin. C- et C+, vous vous rappelez du graphe que j'ai projeté avec les populations de hiboux, là. Il y avait écrit survie, reproduction, viabilité des descendants. Eh bien, c'est ça les plus et les moins. C'est un truc qu'on appelle la valeur sélective en écologie, un concept qui n'est pas complètement simple, qui est défini à l'échelle d'un individu et qui est le gain, enfin le gain, la perte estimée d'avoir tel ou tel caractère, tel ou tel trait de comportement. Donc ces choses-là, en fait, c'est des choses qui sont à la fois liées à de l'écologie, parce qu'on est au niveau des organismes, mais aussi liées à de l'évolution, parce qu'elles vont définir qui se reproduit mieux, qui se reproduit moins bien, qui survit mieux, qui survit moins bien. Donc ils sont très très ambigus, et ils sont surtout, encore une fois, très difficiles à mesurer expérimentalement. À les mesurer à quel point porter une variation d'un gène, c'est positif ou négatif, souvent on le voit a posteriori, quand la compétition, par exemple, a déjà eu lieu ou ce genre de choses. Donc ça, ce sont des choses très très théoriques et qu'il faut bien sûr interpréter à l'échelle de l'individu et pas des populations. Est-ce que vous savez faire des écosystèmes modèles? Et si oui, quel type d'écosystème modèle? Ou bien est-ce que vous êtes travaillé seulement sur les choses existantes que vous définissez avec des critères sur lesquels on serait heureux d'avoir un peu plus d'informations? Votre question touche assez... de façon générale en écologie ou... De façon générale. Oui. Alors, les deux approches se jouent. Ça va dépendre du degré de complexité que vous voulez. Par exemple, faire pousser des plantes en serre et les inoculer avec des champignons, ça se fait très bien. Quand vous commencez à rajouter, je sais pas, un troisième organisme, ça se fait encore. Plus vous rajoutez d'organismes, plus ça devient difficile. Et surtout que maintenir des écosystèmes en conditions contrôlées, c'est possible, mais c'est coûteux. Donc, en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'espace, en termes d'énergie. Et surtout, vous ne pouvez pas avoir des choses très complexes. Vous allez pouvoir regarder quelques interactions, mais pas beaucoup plus. Dès qu'on veut basculer dans l'étude de la complexité, il faut aller regarder dans la nature. Et dans la nature, on sait aussi trouver des systèmes suffisamment simples pour comprendre quelque chose. Il y en a un que je trouve assez incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en jardinerie ces plantes carnivores dont les feuilles font des espèces de longs tubes avec un clapet au-dessus. On appelle ça des sarracénias. Au fond de ces plantes, il y a un liquide, qui est principalement de l'eau, où des insectes risquent de venir se noyer, et puis la plante sécrète des exoenzymes qui viennent digérer tout ça, et puis elle absorbe les nutriments. Et bien, ce liquide, à l'intérieur des feuilles des pièges de sarracénia, c'est un écosystème modèle, parce qu'on sait qu'il y a 5 niveaux trophiques, il y a des insectes morts, il y a 3 groupes de micro-organismes qui se nourrissent de ça, et qui éventuellement se mangent un peu entre eux. Et puis vous avez les larves de moustiques qui sont le prédateur de haut de chaîne de cet écosystème qui mangent les 3 du dessous. Donc c'est un écosystème qui est naturellement suffisamment simple pour être étudié et éventuellement celui-là pourrait être ramené en labo. Mais c'est absolument pas la règle. Donc, quand on arrive encore des interactions simples en labo, oui. Quand on veut mesurer des choses sur des systèmes complexes, non. Il faut aller in natura. Ah ben, c'est une très bonne question, c'est la raison pour laquelle j'ai été recruté à l'INRA et je vous réponds dans 10 ans. C'est très difficile parce que non seulement il vous faut l'interaction, mais en plus il faut que vous soyez capable de connaître la structure génétique ou au moins la structure des traits des différents variants que vous étudiez. Puis il faut pouvoir les récupérer, les isoler et puis alors je dis inoculer parce que moi je travaille sur des maladies, mais les remettre en interaction.
Sur quoi? Sur suffisamment de générations pour voir quelque chose, ça veut dire au moins 10. Alors quand c'est des mouches ou des champignons pathogènes, ça va. Vous pouvez en faire plusieurs par an. Alors clairement, il y a d'autres systèmes où ça va être plus difficile, quoi. Donc il y a des méthodes d'évolution expérimentale. Elles concernent des systèmes où la reproduction des organismes est rapide. Donc des petites mouches comme les drosophiles, des plantes qui ont un cycle de vie court, des choses comme ça. Autrement, c'est de la modélisation. J'ai vu une fois sur une vidéo YouTube, c'est formidable, on tombe sur des vidéos extraordinaires, que dans un verger, c'est très utile d'avoir des poules. Oui. Tout le monde y retrouve son compte. J'ai pas trop compris pourquoi, mais j'étais fasciné par ça. Donc les poules sont des omnivores et elles ont une tendance à gratter le sol et à venir manger tous les insectes qu'elles trouvent. Dans les vergers, vous avez un certain nombre de ravageurs qui passent l'hiver sous forme de larves dans le sol. Avoir les poules, ça élimine au moment, si les poules sont là au moment où les ravageurs sortent du sol et essayent de grimper, elles les éliminent. Du coup, voilà. C'est principalement utile contre ce genre de ravageurs. Les ravageurs volants, typiquement, vous pouvez faire ce que vous voulez, les poules. Encore que, si par exemple, dans des parterres de buis très bas, vous connaissez peut-être la pyrale du buis, là, ce papillon qui ravage il y en a jusque dans le parc de la mairie, malheureusement, il y en a partout maintenant. Si vous avez des buissons très bas de buis, genre des parterres, des choses comme ça, que vous lâchez des poules dedans, typiquement, elles vont vous les nettoyer. C'est un omnivore, hein, ça mange à peu près n'importe quoi. Et elle récupère la fraîcheur aussi des vergers. Ah bah oui, alors clairement, il y a des études comportementales qui ont été faites sur les poules. Les poules et les volailles en général préfèrent être sous le couvert des arbres. On peut interpréter ça comme un restant d'adaptation, de protection contre les rapaces, par exemple. Hein. C'est peut-être rapide comme conclusion, mais enfin, ça tiendrait la route. Et effectivement, maintenant, dans les gens qui font de l'agroforesterie, et qui lient culture de verger et élevage, ils font des parcours ombragés aux volailles, et c'est assez frappant de voir que les volailles suivent ces parcours et ne traversent pas les zones qui sont dénuées d'arbres. Donc au-delà de l'ombre, il y a aussi un effet de préférence écologique. Entre le chêne et le hêtre, on a une relation altruiste, en fait. Bah, ça dépend le chêne est altruiste vis-à-vis du hêtre. Ça dépend de l'environnement. Comme le chêne pousse plus vite, il a tendance des fois à virer le hêtre. Bon, alors là, la question ne se pose pas, puisque le hêtre, dans ce cas-là, n'existe pas. Mais à partir du moment où il existe, il y a une relation de... Non, je pense que ça dépend vraiment de l'environnement. Enfin, bon. Encore une fois, cet exemple-là, il a été étudié dans le cadre de ce qu'ils appelaient l'hypothèse des gradients de stress, qui montrait qu'effectivement, dans certaines conditions, il y avait de la compétition, dans d'autres, il y avait de la coopération. Bien sûr, avec un environnement variable, on peut imaginer qu'on pourrait avoir un peu des deux dans la même journée ou ce genre de choses. Donc, les interactions ne sont jamais toutes blanches ou toutes noires. Ceci dit, il y a quand même des relations. Typiquement, le chêne a ce qu'on appelle une germination sciaphile, c'est-à-dire que pour que les glands germent, ils ont besoin d'être à l'ombre. Et typiquement, l'ombre du hêtre est très favorable à la germination des glands. Mais si les hêtres sont relativement jeunes quand les chênes germent, la croissance du chêne étant plus rapide, au moment où ils atteignent tous les deux leur hauteur maximale, ils peuvent vraiment se gêner. Et vous allez trouver ce qu'on retrouve communément comme différence entre la forêt et les milieux ouverts. En forêt, vous avez des arbres très hauts sur tige avec un houppier qui est relativement peu développé, alors que les mêmes arbres que vous mettez dans les conditions de milieu ouvert vont avoir un tronc relativement court, un houppier très très développé et très large. Donc c'est bien qu'il y a quand même des relations de compétition, au moins pour la lumière à certains moments. Et on ne sait pas vraiment non plus ce qui se passe dans le sol, dans les différents types de conditions. On connaît les extrêmes, mais au milieu du gradient, c'est des fois difficile de comprendre ce qui se passe, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment des deux. J'ai une question un peu provocative.
peu éliminé dans l'exposé en disant non, c'est fini, on n'y croit plus. Mais l'idée, alors là je parle dans la nature, hein, que la compétition est bénéfique parce qu'elle élimine les éléments les plus faibles, que donc les plus forts et donc, vont sortir de ça et vont donc régénérer, renforcer le vivant. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de faux ou de peut-être absolument vrai dans ce genre d'affirmation qui sont toujours des interprétations du XIXe siècle? Mais voilà, je me pose quand même la question parce que c'est une sorte de logique comme ça qui a l'air de bien fonctionner. Mais si la compétition permet, en dehors du jugement moral, des plantes, des animaux qui n'ont pas beaucoup de morale, quand un lion mange un animal, il ne se pose pas de questions morales. Hein, nous, on s'en pose, mais le lion, on ne s'en pose pas. Voilà, donc voilà. Alors, la question, ça fait plus l'extrait de façon provocatrice, parce que je pense qu'elle est très présente dans nos sociétés. Oui, dans la nature, cette question que la compétition, finalement, peut favoriser les plus forts, et donc c'est mieux à terme. Je pense que la réponse est déjà dans la question. C'est une question d'interprétation. C'est-à-dire qu'on peut le dire exactement comme ça, ce qui est effectivement très 19e siècle. On pourrait au contraire dire la même substance qui est, par exemple, dans l'état actuel, les êtres les plus résistants à la sécheresse vont survivre, les êtres qui ne résistent pas à la sécheresse vont mourir, et ne resteront dans les décennies à venir que ceux qui sont capables de survivre au stress. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus forts, ça veut dire qu'ils correspondent à l'environnement dans lequel ils vivent. Et c'est là qu'on retrouve la question de jugement. Le plus fort, c'est une vision humaine. L'adéquation à l'environnement, c'est aussi une interprétation, mais qui est peut-être un petit peu plus proche de ce qui se passe dans la nature. Et il ne faut pas oublier que, bien sûr, derrière ça, il y a de la sélection. C'est-à-dire, quand on voit les capacités de mimétisme de certains organismes, c'est indéniable. Mais il y a aussi du hasard. Et il y a un mouvement dans l'écologie qui tend à essayer de remettre le hasard sur le devant de la scène en disant, en fait, tout est hasard, la sélection n'existe pas. Parce que dans certains systèmes, le hasard est énorme, en particulier dans des populations de petite taille. Donc, il y a vraiment les deux choses. Le raisonnement n'est pas faux, il est exprimé d'une façon... Ouais, je ne sais pas comment le dire, mais vraiment très interprétative. La sélection naturelle a pour deux principaux moteurs, la variation. S'il n'y a pas de variation, il n'y a pas de sélection. Mais elle a aussi, comme moteur, la compétition. Dans l'exemple que j'ai montré des mutualismes qui ne sont pas tout à fait toujours ajustés, vous voyez, il y a des courses aux armements. Et donc, il y a bien une histoire que, quelque part, the fittest. Vous voyez, c'est l'interprétation de ce terme-là dans Darwin. Survival of the fittest. Fittest ne veut pas dire le plus fort. Fit, c'est qui correspond à l'environnement. C'est vraiment ça la question. L'environnement bouge, les variations, les populations changent pour refléter, en reflétant, il n'y a pas de pour, en reflétant ces changements de l'environnement, plus le hasard. Je pensais à l'introduction d'espèces étrangères. Pardon ? La question un peu plus forte. Ah d'accord. Non, je pensais justement, en rapport avec la question de Jean-Louis, c'est l'introduction d'espèces étrangères. Mais bon, je sais pas, par exemple, les tortues. Les tortues qui venaient d'Amérique de Floride. De Floride, oui. Qui ont été introduits en Europe et qui ont dû, ça agit sur les populations de tortues indigènes. Mm-hmm. Mais en même temps, ça crée un déséquilibre sur l'ensemble de la... Donc pourtant, elles étaient plus fortes que... Oui. Elles sont artificiellement plus fortes. Alors, il y a tout un champ de recherche, c'est énorme, hein, sur les espèces...
envahissante? Alors, on peut dire, la discussion n'est pas intéressante, mais ce qu'on appelle les EEE, les espèces exotiques envahissantes. C'est très difficile de prédire l'invasivité d'une espèce. Mais globalement, pourquoi est-ce qu'elle est invasive? Parce qu'elle n'a plus ses compétiteurs, elle n'a plus ses parasites, elle n'a plus ses prédateurs. Bon, ça peut être aussi des herbivores, si vous me permettez de mettre l'herbivorie dans la prédation pour le propos de la discussion. Donc typiquement, je ne sais pas moi, la perruche à collier, la renouée du Japon ou cette tortue de Floride arrive dans un nouvel environnement. Donc au passage, ça prouve bien que la niche théorique était plus large que la niche réelle, puisqu'elle se retrouve dans un environnement où elle réussit à se développer. Sauf que qu'est-ce qui change? C'est de nouveau les limites biotiques, les limites imposées par les interactions écologiques qui ont changé. Il n'y a plus tous les organismes qui limitaient le développement de cet organisme dans son écosystème, dans ses écosystèmes d'origine, avec lesquels elle a coévolué. Elle se retrouve dans un environnement où elle n'a coévolué avec personne. Elle se retrouve donc avec un avantage compétitif, voire carrément de prédation. Hein. La tortue de Floride, ça mord méchamment quand même, ces choses-là. Hein. Ça peut vous couper un doigt, il faut y aller doucement. Donc il y a une question de compétition dans cette histoire-là, bien sûr. Mais la réciproque est aussi vraie, c'est-à-dire que sans mutualisme, il ne peut pas y avoir d'implantation. Je pense notamment aux expériences qui avaient été faites de plantation de pin en Afrique. Dans les moments de la colonisation, on avait besoin de bois pour les bateaux, on s'était dit on va exporter les plantations de pin noir qui avaient si bien marché en Europe. Les pins n'ont jamais poussé en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les champignons mycorhiziens qui favorisaient le développement des jeunes plants. Les jeunes plantules, elles sont très sensibles à la sécheresse, très sensibles aux agressions, et les mycorhizes aident, la symbiose mycorhizienne facilite le passage de cette espèce d'enfance des jeunes arbres. Et donc, ils n'ont réussi à faire pousser du pin en Afrique que quand ils ont amené du sol européen pour faire pousser les pins sur les premières décennies, quoi. De l'importance des coévolutions, de l'importance de ne pas mélanger n'importe quoi sous prétexte d'acclimatation au changement climatique. Quoi. Il y a eu un exemple en Australie où ils ont importé une espèce qui s'est reproduite, ils ont importé son prédateur qui a fait son boulot, mais qui a fait des ravages encore plus gros que l'espèce. Ah bah oui. Il y a les lapins et la myxomatose, oui. Il y a les chats, oui, oui. Ah ben, il y a beaucoup d'exemples, oui. Non, mais... C'est des systèmes complexes, on n'en comprend pas tout. On a une vision très simple des choses, donc on introduit une relation, on n'a aucune garantie de ce qu'elle va donner, ni de ce qu'elle va donner avec le reste de l'écosystème en réalité. Et il y en a plein des comme ça. Moi, je me pose quand même des problèmes au niveau du parasitisme. C'est-à-dire que, par exemple, si on arrive à éliminer les anophèles, ils n'entendent pas. Ouais, si on arrive à éliminer les anophèles qui provoquent, enfin, qui transmettent donc le parasite du paludisme, est-ce que c'est uniquement un gain? D'éliminer les anophèles? Bah déjà, je ne pense pas qu'on y arrivera. Non, mais ça c'est sûr. Enfin, ça pourrait être un autre exemple. Donc la question est, si on arrivait à éliminer, à éradiquer les moustiques, est-ce que ce serait vraiment un gain ou est-ce qu'il y aurait des conséquences? Je suis désolée, je répète la question, mais plus fort parce que l'ensemble de la salle... là, je crois que vous l'avez répété. Je peux répéter encore, si c'est pas bon. La question est, si on arrive à éliminer les moustiques, est-ce que c'est vraiment un gain pour l'être humain ou est-ce qu'il y a des conséquences négatives? Alors, je dirais que c'est impossible de répondre à la question. Oui, parce qu'on n'arrivera pas à... Non seulement ça, mais les moustiques ont tellement de places différentes, dans des écosystèmes différents, avec des interactions que sans doute on ne connaît pas, que je pense que tout est possible. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de réponse... En tout cas, moi, je n'ai pas de réponse intéressante à cette question. D'autres questions, d'autres remarques? Une fois, deux fois, adjugez bon. Voilà.
Donc merci beaucoup à tous d'être venus. Pour cette exposé quand même très intéressant, même si scientifique, parce que moi je ne suis pas une scientifique.